Voilà, derrière les mots, derrière nos voix, eh bien, ça va être tout de suite l'heure de retrouver Bernard Veil. On va parler Parlons patrimoine. Bonjour Bernard, je pense que vous êtes en ligne avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Parfaitement Thierry, parfaitement. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravi de vous avoir en ligne. Je vois qu'on a nos nombreux participants qui sont déjà présents. Alors, quels sont les thèmes que vous allez aborder aujourd'hui? Bon, merci Thierry et bonsoir à tous. Ah ben, on vous voit Avant- plus. On vous voit plus. Vous avez on mis. ne me voit plus, j'ai disparu, mais on est à la radio Thierry, on n'a pas autant besoin que ça de On me va se voir. servir aussi de la vidéo. On va se servir aussi de la vidéo. Voilà. Et je suis content d'être parmi vous pour cette nouvelle émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler du programme, je vais vous dire quelques mots sur moi. Je m'appelle Bernard Veil, je partage mon temps entre Lisbonne et Paris depuis quelques années, 5 ans exactement. Je suis gestionnaire de patrimoine depuis presque 30 ans. Et oui, le temps passe vite, même pour moi. Depuis un peu moins longtemps, j'ai le plaisir d'accompagner quelques familles dans le cadre du Multifamily Office. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces définitions de ces deux métiers proches, mais somme toute différents. Je me suis vite rendu compte que le patrimoine n'avait pas de frontières et que les problématiques étaient les mêmes, tant au Portugal qu'en France. Le hasard des rencontres faisant souvent bien les choses, je me suis rapproché de la French Radio et nous avons vite convenu que le besoin d'information était très présent dans la communauté française au Portugal. Néanmoins, je souhaitais réaliser une émission plus large qui pourrait intéresser tout le monde, les clients en France, hors de France, les auditeurs de la French Radio et tout un chacun souhaitant s'intéresser à son patrimoine. Les problématiques étant tellement proches et tellement transversales, il n'y avait pas de raison à se cantonner ou à s'arrêter à un lieu ou à une frontière. Fort de ce constat, nous avons développé un concept et un modèle d'émission que vous découvrirez en nous suivant bimensuellement. Une telle ambition ne pouvait se réaliser seule. Nous avons fait appel à deux grands professionnels reconnus dans le monde du patrimoine qui nous accompagneront tout au long de l'année. David Calfon de Sanso IS, Maël Tolano de Willits. Grégoire Linder et Sébastien Cosson nous accompagneront sur le non-coté et seront nos spécialistes de ce sujet, ou plutôt de ces sujets. Si vous souhaitez que des thèmes particuliers soient abordés, nous le ferons avec plaisir et nous vous encourageons à nous solliciter sur le site de la radio. Si vous avez des questions particulières ou des problématiques qui vous sont propres, les spécialistes du droit et du chiffre qui nous entourent, et moi-même, sommes à votre disposition. Vous trouverez à cet effet mon mail sur le site de la radio. Ceux qui ont une bonne mémoire ou un stylo sous la main vont pouvoir le noter dès à présent, bernardveil@me, en anglais.com. Je répète, bernardveil@me.com. Maintenant, on va pouvoir s'attacher au programme qui était votre première question, Thierry. Donc, le programme, il est très chargé, il est très dense ce soir. On va parler des marchés financiers avec David Calfon. Grégoire est spécialement venu pour nous expliquer ce que c'est le crowdfunding immobilier, nous parler spécifiquement d'un programme. Ensuite, Maël Toledano nous parlera du FID, un outil extrêmement apprécié, extrêmement utilisé en assurance vie. J'ai invité un confrère, Cédric Marc, d'un cabinet 3A au patrimoine, qui viendra donner un ton différent, une voix différente. Marc Toiti, bien sûr, viendra nous faire sa chronique économique. Ensuite, Myriam Waki du cabinet Pares Avocado viendra nous faire un point sur le statut RNH. Bruno Zaraya viendra nous parler de son fonds interactif. Mélanie Ribeiro nous parlera de la succession pour un Français résident au Portugal. Sébastien Cosson conclura presque, pas tout à fait, en nous parlant d'Entrepreneur Invest et des nouveautés. Et ensuite, j'aurai le plaisir de conclure avec mes deux mousquetaires, David et Maël. Voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est David Calfon qui va nous parler. David, c'est à toi. Merci Bernard. Mais écoutez, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, puisque la dernière émission, c'était avant l'été. Et vous savez que l'été, chez les financiers, c'est toujours un peu une période redoutée. Toujours, on ne regarde pas les écrans parce qu'on est à la plage, et tout d'un coup, on se réveille, il y a un crack, il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui tombe. Donc, c'est une période qui est toujours vraiment, on part toujours l'été avec un petit peu d'appréhension. Eh bien, cette année,
rien à signaler. L'été a été au beau fixe de manière assez inattendue parce qu'on s'attendait tous à ce que les nouvelles soient plutôt négatives, avec notamment les conséquences de la crise sanitaire. On s'attendait à voir en plus une résurgence, hein, cette fameuse deuxième vague de la pandémie, et avec tout un tas de mesures de reconfinement, etc. Eh bien, il n'en a rien été, c'est-à-dire que les marchés ont ignoré cela de manière assez insolente, avec une hausse quasi ininterrompue. Alors, le plus insolent de tous, hein, c'était l'indice Nasdaq, l'indice de la technologie, qui s'est adjugé record sur record. Alors, on a eu un petit réveil douloureux en fin de semaine dernière, puisque sur 2 séances, cet indice a corrigé de 6%. Donc, c'est la première fois que ça arrive depuis assez longtemps. Donc, tout le monde s'est dit, ah, c'est peut-être le début de quelque chose de plus grave. Alors, on n'a pas la suite de l'histoire parce qu'aujourd'hui, lundi, c'était le Labor Day aux États-Unis. Donc, les États-Unis étaient fermés. Voilà. Mais en tous les cas, déjà vendredi, en fin de séance, on revoyait des acheteurs sur le marché du Nasdaq. Donc, cet indice qui regroupe toutes les valeurs technologiques aux États-Unis. Alors, je vous rassure, hein, cet indice technologique, il est encore en hausse de plus de 35% depuis le début de l'année. Donc, même s'il y a une correction de 6% en fin de semaine, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Très clairement, alors, le marché américain dans l'ensemble a fait beaucoup mieux que le marché européen. Et on dit souvent justement que le marché des actions américaines fait mieux que le marché des actions européennes, tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a plus de valeurs technologiques. Alors là, je voudrais quand même rectifier un petit peu les perceptions. Alors effectivement, oui, il y a plus de valeurs technologiques aux États-Unis, hein, c'est 28% du S&P 500 contre 11% des indices actions européennes. Mais si on regarde les performances des marchés depuis le 1er mai, donc qui était quand même un point assez bas, vous avez un Eurostoxx qui a gagné 11%, un indice américain qui a gagné 21%, donc effectivement, on voit cet écart et cette surperformance du marché américain. Mais il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose sur le marché des devises. Le dollar s'est très significativement déprécié. Et donc, lorsque vous remettez les deux indices sur même devise, l'écart de performance entre marché action européenne et marché US depuis le 1er mai, on n'a plus qu'une différence de 1%. Donc, effectivement, on va se dire que sur les 4 derniers mois ou sur les 5 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Alors, bon, si on prend un peu de recul, là, l'histoire est un peu différente et effectivement, il faut avouer que les valeurs technologiques et le fait d'en avoir beaucoup dans l'indice, ça compte et ça aide à surperformer. Mais il n'y a pas que cela, c'est ce que je voulais signaler. Alors, ce qu'il faut regarder également, et ce qu'on regarde beaucoup dans les équipes de Sanzo Investment Solutions au niveau de la gestion, c'est tout ce qui concerne les valorisations. Parce que finalement, quand on achète des actions, ce qu'on achète, c'est la capacité de société à générer des bénéfices futurs. Et pendant tout le début de l'année, et donc bien entendu avec un phénomène qui s'est accéléré au moment de la crise sanitaire, vous avez eu des révisions bénéficiaires à la baisse. C'est-à-dire que les analystes financiers, lorsqu'ils regardaient les entreprises, disaient qu'il y aurait de moins en moins de bénéfices dans les 12 mois qui suivent. Cette dynamique bénéficiaire, la bonne nouvelle, c'est que depuis, je dirais justement depuis le mois de mai, elle s'est inversée et elle se confirme, c'est-à-dire que aussi bien au mois de juillet qu'au mois d'août, on a eu des révisions bénéficiaires à la hausse. Et ce qui veut dire que globalement, on s'attend à ce que dans les 12 mois qui viennent, les bénéfices des entreprises soient légèrement supérieurs à ce qui était prévu précédemment. Alors ça, c'est important. Parce que lorsqu'on parle de valorisation, vous entendez souvent dire les marchés actions, ils sont chers, ils ne sont pas chers, etc. Quand on dit ils sont chers, ils ne sont pas chers, ils sont chers parce qu'on fait le rapport entre le prix d'une action et le bénéfice attendu. C'est le fameux PE, le ratio que l'on utilise le plus. Or, lorsque vous avez donc le E, qui symbolise les bénéfices, le E de earnings en anglais, lorsque ce E augmente, eh bien, ça vient faire baisser ce ratio prix sur bénéfice.
Et donc, on va se retrouver avec des valorisations en légère baisse. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'était quelque chose qui nous préoccupait depuis quelque temps, c'était ce niveau de valorisation qui était assez élevé. Alors, on reste encore sur des niveaux relativement élevés, mais ça se détend et c'est cela qui est plutôt bon signe. Un autre marché, et je terminerai par cela, qui est intéressant, c'est sur ce qui s'est passé sur le marché du crédit, où là, en revanche, on Donc, le voit que… marché du crédit, ce sont les obligations, c'est ça? Tout à fait. Ce sont les obligations d'entreprise. Et là, alors que les marchés actions ont quand même récupéré une bonne partie de la baisse qu'il y a eu au moment de la crise sanitaire, sur les marchés des obligations, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et donc, notamment les obligations d'entreprise qui offrent encore des rendements très intéressants. Donc, ça veut dire que, en fait, euh, pourquoi il y a des rendements intéressants? C'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement des mauvaises nouvelles, hein. C'est parce qu'on pense qu'il y a une crainte qu'il y ait des défauts, hein, que certaines entreprises fassent faillite. Et donc, pour compenser ces défauts attendus, le marché demande encore des rendements plus élevés qu'en début d'année. Alors, nous, on a une petite conviction chez Santok, une conviction qui est assez forte, c'est que le taux de défaut, le taux de faillite des entreprises sera inférieur à ce que nous attendons en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'on voit bien que tous les banques centrales et les États font leur maximum pour éviter d'avoir des dépôts de bilan qui généreraient du chômage supplémentaire, etc. Donc il y a beaucoup je vais passer sur les plans de relance, etc., parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention de les détailler, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour cela. Et donc, on pense que sur le marché du crédit et des obligations d'entreprise, il y a encore de très belles opportunités à saisir, et d'autant plus si on pense que les marchés actions sur les niveaux actuels sont un petit peu élevés et restent un petit peu dangereux, comme les variations de cours sur le Nasdaq des 2 derniers jours, des 2 dernières séances nous l'ont montré. Donc voilà pour ce petit point marché. Donc plutôt des nouvelles plus Plutôt encourageantes. positif? Oui, plutôt positives et des nouvelles certainement beaucoup plus encourageantes que ce que l'on redoutait en juillet dernier. Alors, avant de passer à Grégoire, juste une petite question piège. Donc, on a compris que c'était un message plutôt positif pour le futur et pour le futur proche, pour les 15 prochains jours. Plutôt positif pour le marché action? Les prévisions à 15 jours sur des marchés actions dont on dit que généralement pour investir il nous faut 5 ans, bon, c'est toujours extrêmement périlleux. Mais là, en l'occurrence, effectivement, si je devais prendre si on me force à prendre une position, oui, je serais plutôt positif pour le futur immédiat. Merci David, merci beaucoup. Merci beaucoup David. On va maintenant passer à Grégoire Limbert du crowdfunding immobilier. Donc le crowdfunding immobilier dans l'investissement, c'est un peu le petit nouveau. Ça fait 3 ans, 4 ans que c'est arrivé sur le marché, doucement, gentiment, sans trop faire de bruit. Et puis petit à petit, c'est en train de prendre une place, une vraie place, peut-être même une grosse place. Et ben, Grégoire va nous en dire un petit peu plus. C'est à vous, Grégoire. Bonjour à tous, merci. Donc oui, le crowdfunding immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le principe de proposer à des investisseurs particuliers ou professionnels et bien de prêter à des promoteurs immobiliers marchands de biens. Et c'est généralement organisé via des plateformes digitales. Donc c'est simplement le recours à une multitude d'investisseurs pour financer des projets de développement immobilier. Donc pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est en plein essor? C'est que le taux moyen pratiqué sur ces obligations, c'est du taux fixe déjà, et ça va de 8 à 12% d'intérêt annuel. Et donc déjà un taux relativement élevé. Et le deuxième intérêt, c'est des durées courtes. On est adossé à des programmes de promotion immobilière ou des marchands de biens qui tournent en moyenne sur 18 mois. Donc, ça veut dire que les investisseurs particuliers prêtent, admettons, une certaine somme et sont remboursés, capital et intérêt. Combien il faut prêter, Grégoire, pour venir chez vous? Justement, c'est le principe de ce système de crowdfunding immobilier. Le produit d'investissement est relativement démocratisé parce qu'il permet, à partir de 1 000 € d'investir sur la plupart des plateformes.
Donc, c'est un ticket d'entrée relativement accessible. Après, alors nous, concernant Reserve, on est sur un ticket moyen d'investissement de l'ordre de 10 000 euros. Alors, à la différence de certaines sociétés de gestion qui pourront proposer des fonds obligataires qui, eux, vont diversifier sous un certain nombre de lignes d'investissement, nous ce n'est pas le cas. Donc, le conseil numéro 1 qui est recommandé donc, pour nos investisseurs, c'est évidemment, si vous avez, peu importe votre enveloppe, 5 000, 10 000, 500 000 euros à investir sur cette classe d'actifs, eh bien, l'enjeu, en revanche, c'est bien de répartir ce montant sur un certain nombre de lignes pour diversifier son risque. Combien de lignes vous proposez, Grégoire? On va dire, plus il y en a, plus c'est intéressant en termes de répartition du risque, mais on va dire au moins une dizaine. Au moins une dizaine? Voilà. Et après, comme ça tourne vite, après, il y a toujours ce sujet de bon, si j'ai beaucoup trop de lignes, je ne peux pas réinvestir en permanence, mais voilà, une dizaine de lignes, c'est déjà très intéressant. Et en ce moment, vous avez un projet? Vous avez c'est régulier les projets chez vous? Vous avez le rythme de vos projets? C'est un projet par jour, un projet par semaine? C'est régulier? Comment ça se passe? Alors, on est effectivement sur un rythme d'une opération présentée à nos investisseurs par semaine. L'enjeu, alors pour nous, c'est on reçoit quasiment 1 à 2 demandes de financement par jour. On traite en interne et l'enjeu, c'est de présenter uniquement les opérations qu'on considère suffisamment intéressantes et sur lesquelles on peut prendre de bonnes garanties. Mais voilà, in fine, on a à peu près une opération par semaine. Le dossier moyen présenté sur la plateforme, il est de l'ordre de 800 000 euros. Réglementairement, on peut aller sur des opérations jusqu'à 8 millions d'euros, mais voilà, la pratique fait que le dossier moyen est de 800 000 euros. Alors, cette semaine, on a un dossier d'actualité. C'est une opération, alors, non pas de promotion immobilière, mais de marchand de biens, qui se situe à Bourg-Saint-Maurice. Alors, je ne sais pas si vous vous situez, mais c'est en Savoie. C'est dans cette vallée qui permet d'accéder à certaines stations de ski. Et là, en l'occurrence, le promoteur marchand de biens qu'on finance achète l'ancienne caserne militaire de la ville de Bourg-Saint-Maurice et va entièrement rénover ces 2 bâtiments pour en faire des appartements. Donc, il a un besoin de financement nous concernant d'1,080 000 euros qu'on propose à nos investisseurs, donc sur une durée de financement de 24 mois, et c'est rémunéré à un taux de 9% annuel. Voilà, un des critères qu'on regarde et qui est clé pour nous dans ce type d'opération, c'est ce qu'on appelle la pré-commercialisation. C'est au moment de l'acquisition du foncier, au moment du financement, au moment de notre intervention, quel est le niveau de commercialisation qu'a déjà anticipé ce professionnel, ce développeur immobilier. Et là, en l'occurrence, on est déjà à 70% des lots. Alors, il y a 64 appartements et il y en a 70% d'entre eux sur lesquels il est déjà signé un compromis de vente. Donc, bon, un compromis de vente peut toujours sauter parce que certains n'auront probablement pas leur crédit bancaire, d'autres se désisteront pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ça donne toujours un indicateur très fort. Est-ce que le prix de sortie de cette opération est bon? Est-ce qu'il y a une appétence du marché? Est-ce que la localisation que nous, on avait considérée relativement bonne, alors Bourg-Saint-Maurice, c'est, on va dire, dans un fond de vallée, c'est peut-être pas terrible, mais on est à 5 minutes à pied du funiculaire qui nous emmène aux Arcs et au domaine de ski Paradis Ski. Et ça a un prix de marché finalement 30-40% inférieur qu'au prix qui est pratiqué en station quelques minutes de voiture plus haut. Donc au final, voilà, c'est un pari, un bon compromis puisque la commercialisation est très bonne. Donc ça, c'est un élément qui nous a rassurés. Après, bon, un des éléments qu'on regarde, c'est quelle est la capacité évidemment du dirigeant, de ce promoteur à mener à bien cette opération. Il y a quand même des beaux travaux de rénovation. Alors, il ne va pas construire un immeuble, mais il y a quand même une belle rénovation à mettre en place. Est-ce qu'il a la capacité de le faire ou pas? Bon, en l'occurrence, c'est un promoteur qui fait ça depuis une vingtaine d'années et il est spécialisé dans cette vallée de la Savoie et autour de, on va dire, entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice, il a déjà fait plus d'une quinzaine d'opérations. Donc, c'est un élément également rassurant. Voilà grosso modo l'opération. Que dire d'autre? Non, je pense que j'ai fait. Comment on fait pour souscrire chez vous? Déjà, comment on fait pour devenir client? Déjà, est-ce que vous acceptez tout le monde?
Alors, effectivement, donc ça se passe sur un site internet, donc une plateforme d'investissement, Raizers, raizers.com. Pour pouvoir souscrire, ça nécessite une inscription, donc c'est simplement en quelques clics, un nom, un email, et là, vous accédez à l'opération. Donc, vous pourrez consulter un certain nombre d'informations complémentaires. On donne un certain nombre de détails sur l'opération, les bilans de promotion notamment, le plan de financement, la commercialisation. Vous accédez à tout. Si vous avez des questions supplémentaires, on a une équipe ici à Paris qui peut répondre à toutes vos questions. Et après, voilà, pour le premier investissement, simplement une pièce d'identité, un justificatif de domicile est demandé. On est une société régulée par l'AMF en France et on a d'autres régulateurs sur d'autres pays où on exerce. Mais voilà, en tout cas, on a comme un certain nombre de conseillers une obligation de passer un test d'adéquation, donc un petit questionnaire pour vérifier que chaque investisseur a bien compris dans quoi il investissait, qu'il y a des risques, que ce n'est pas un investissement garanti, ça reste un prêt à une PME qui s'avère exercer dans le secteur de la promotion immobilière, mais ça reste un prêt à une PME, il y a un risque de perte en capital. Voilà. Après, à nous de faire en sorte qu'on filtre et on sélectionne les meilleures opérations et que le défaut n'arrive pas. Et le risque de perte en capital est envisageable. Donc voilà, on alerte simplement de dire que c'est. Écoute, c'est très très bien ces explications. Ça a vraiment l'air d'être quelque chose de qualité. D'ailleurs, ça l'est. C'est vraiment quelque chose de qualité. On verra au long de nos émissions un petit peu comment vivent ces projets, comment se déroulent ces projets et probablement certains projets qui finiront par être remboursés. Comment se passent les remboursements et la satisfaction des clients. Merci beaucoup, Grégoire. Et restez avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Écoutez nos autres invités. Et de toute façon, on se revoit dans 15 jours. Et maintenant, c'est Maël Toledano de Wellings qui va nous parler du FID. Donc, qu'est-ce que c'est, Maël, ce FID? Cher Bernard, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le FID. Si je devais résumer, le FID, c'est un mandat de gestion que l'on confie à un gestionnaire financier que l'on aurait choisi. Déjà, le FID, c'est exclusivement l'assurance vie ou on retrouve des FID en dehors de l'assurance vie? Alors, la dénomination FID, fonds interne dédié, c'est propre à l'assurance vie. Ensuite, on peut extrapoler le principe de la gestion discrétionnaire. On peut la réaliser au sein d'un compte titre. Mais c'est vrai que c'est vraiment une spécificité luxembourgeoise. La gestion sur mesure au sein d'un contrat d'assurance vie confié à un gérant financier, c'est vrai que c'est ce qui définit pour moi le contrat luxembourgeois. Donc j'ouvre un contrat d'assurance vie à Luxembourg, je demande à mon assureur un FID, et là, il va se passer quoi? Alors, comment ça fonctionne? On va signer un contrat d'assurance, ou alors pendant la vie du contrat d'assurance, on va opter pour le fonds interne dédié, donc c'est une option de gestion. Le fonds interne dédié, donc, pour ce faire, on va ouvrir un compte auprès d'une banque dépositaire donc, qui est agréée par la compagnie d'assurance et qui est agréée par le régulateur luxembourgeois qui s'appelle le commissariat aux assurances. Donc, quand je dis que c'est agréé, c'est via une convention tripartite qui lie les trois intervenants. Une fois ce compte ouvert, on va déposer les actifs du client sur ce compte et on va confier ce compte, la gestion de ce compte, à un gérant financier qui lui-même est agréé par la compagnie d'assurance. Là, nous avons un représentant autour de la table, David Calfon, qui travaille pour Senso. Et donc, Senso, par exemple, est une société qui peut gérer un FID. Votre société fait ça, David? David? Oui. On fait ça et c'est même un segment assez significatif de notre activité. Et on travaille très souvent avec Wellings. D'accord. Donc, pour résumer, j'ouvre un contrat d'assurance vie chez Wellings, je cherche un gestionnaire, je prends David Calfon de Senso. Et quels vont être mes avantages? Comment est-ce que vous allez travailler ensemble pour que moi, en tant que client, je puisse retirer avantage et que ce soit plus simple ou plus rentable qu'une simple assurance vie, entre guillemets? Alors, ce qui va se passer, c'est que Bernard, par exemple. David, il faudrait peut-être couper le micro. Non, vous, Bernard, ce qui va se passer, c'est que, connaissant bien votre client, vous allez faire un audit patrimonial et vous allez définir ensemble un profil de gestion, par exemple un profil équilibré. Vous allez signer le contrat d'assurance, on va confier la gestion, par exemple, à Senso, et Senso, on va lui demander de gérer de façon équilibrée.
Pour ce faire, on va définir ensemble le profil du client. Donc, vous savez qu'au Luxembourg, on définit le profil du client en fonction du montant investi dans le contrat et en fonction du montant de son patrimoine immobilier global. Et selon le profil dans lequel le client se trouve, on va avoir plus ou moins de souplesse en termes de gestion. Avant cela, j'apporte quand même une précision qui est notable. Si je dois différencier le contrat français du contrat luxembourgeois, le FID, c'est une énorme différence. Pourquoi? Puisque dans le FID, il n'y a que les actifs du client. Donc le FID ne détient que les actifs du client. Contrairement à un contrat français, où en France, l'assureur a un compte général et tous les clients s'investissent sur le même compte. Le fait d'avoir un compte par client, c'est en cas de pépin, en cas de défaut de la compagnie d'assurance ou en cas de défaut de la banque dépositaire, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple d'isoler les actifs du client et de pouvoir les récupérer et les transférer auprès d'une autre banque. Donc, une fois que ce compte est créé et qu'on a mis les actifs du client dedans, on va définir le profil de gestion, on va confier la gestion au gérant financier qui va pouvoir l'opérer de façon beaucoup plus souple, il est vrai, qu'un contrat français. En France, il existe un peu l'équivalent de la gestion sous mandat. Néanmoins, il existe une liste des sous-jacents éligibles. Si vous sortez de la liste, il faut demander l'accord à l'assureur pour pouvoir référencer le sous-jacent dans la liste et enfin pour permettre au gérant de pouvoir investir dessus. Au Luxembourg, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Au Luxembourg, on définit un univers d'investissement et en fonction de la typologie d'investisseur, comme je viens de le dire, on peut aller sur tout type de sous-jacent dans cet univers d'investissement qui est bien évidemment beaucoup plus large que ce qu'on peut connaître en France. Donc le principe du FID, si je devais résumer, c'est vraiment une gestion sous mandat qui colle au plus près aux besoins du client. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de confidentiel, de minoritaire? C'est quelque chose qui prend de l'envergure ou c'est déjà quelque chose de majoritaire? Le FID au sein du contrat luxembourgeois? C'est ça. Je dirais que, alors ça a toujours été extrêmement majoritaire, je dirais que ça représente 95% des investissements dans les contrats d'assurance. D'accord. Donc, Alors, c'est ce qui fait essentiellement votre différence avec le contrat d'assurance vie français où là, on choisit fonds par fonds. Exactement, vous avez ce qu'on appelle le multi-support en France, alors qu'il y a une partie très minoritaire au Luxembourg, c'est vraiment, ça leur correspond, en tout cas chez nous, ça leur correspond à 2% de ce qu'on fait. Vous avez un autre type de sous-jacent qui commence à devenir un peu à la mode, c'est le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, où là, on va garder ça pour une autre émission. Voilà, on n'est plus dans la gestion discrétionnaire, on est plus sur des choix clients. Le FID, c'est vraiment ce qui définit le mieux pour moi, c'est vraiment la substantifique moelle du contrat luxembourgeois, c'est ce qui définit le mieux la souplesse et les possibilités qu'offre le contrat luxembourgeois. Vous le conseillez systématiquement ou il y a quand même des clients auxquels vous déconseillez de passer par un FID? Alors, je ne vais pas développer le FAS, mais je dirais que par exemple, le client qui veut acheter une position, par exemple, dans du crowdfunding, si tant est que ça soit éligible dans le contrat luxembourgeois, où c'est du buy and hold, c'est-à-dire qu'on achète et qu'il n'y a aucune gestion, c'est vrai que je ne vais pas le mettre dans le feed. Par contre, à partir du moment où on a une vraie gestion, on va choisir un professionnel de la gestion et on va lui confier justement cette gestion. Et du coup, c'est vraiment ce que les clients viennent rechercher au Luxembourg. Je dirais que, pour vous donner une idée, quand même, aujourd'hui, on travaille avec 350 sociétés de gestion chez Volins et on a 144 banques dépositaires. Après, ce qui fait la différence d'une compagnie à l'autre et d'un feed à l'autre, c'est la qualité des équipes back-office de la compagnie pour savoir orienter le client vers le bon dépositaire et pour savoir gérer les spécificités de chaque dépositaire et de chaque gérant financier. Très bien. Merci beaucoup, Maël. Merci beaucoup pour ces explications sur le FID. On reviendra sur le FID. J'avais beaucoup de questions à poser, mais comme on a un programme très, très dense, on va passer à notre sujet suivant, mais je crois que le FID mérite vraiment un deuxième tour, si ce n'est un troisième tour. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une passion, mais je pourrais en parler des heures, donc je suis à disposition. Alors, nous avons avec nous Cédric Marc de 3AO Patrimoine. Bonsoir Cédric, merci d'être avec nous. Cédric co-dirige le cabinet et se trouve donc être un de mes confrères, un autre gestionnaire de patrimoine. Voilà, nous sommes deux ce soir. Ce n'est pas beaucoup, mais nous allons peut-être, au fur et à mesure des émissions, être de plus en plus nombreux. Avant de nous parler de votre cabinet, pourriez-vous me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la gestion de patrimoine pour vous? Vous m'entendez là, oui? Oui, très bien. Parfait. Bon, parfait. Bonsoir à tous. La gestion de patrimoine, je pense que c'est tout simplement accompagner le patrimoine des clients à travers des générations. Donc, vous avez un client,
on va l'accompagner, le patrimoine de ses enfants et voire de ses petits-enfants. Au niveau, bien sûr, tout simplement au niveau juridique, fiscal, social, financier, immobilier. Voilà. Le tout baigné dans un contexte où on va prendre en compte la sensibilité et les non-dits du client. Voilà. Très bien. Donc un peu de psychologie aussi, un peu de psychanalyse presque. Bah, on fait, ça c'est évident, on fait, je dirais, ce qui est important dans notre métier, c'est de bien comprendre, bien évidemment, c'est d'avoir un savoir-faire, mais c'est d'essayer aussi de comprendre à travers un savoir-être, de bien écouter ce que veut le client. Parce que parfois, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a un filtre. Entre ce qu'il dit et ce que j'entends, il y en a un deuxième. Et entre ce que j'entends et ce que je comprends, il y a un troisième filtre. Donc, tout notre métier, c'est d'essayer de bien l'écouter, de reformuler et d'essayer de comprendre ce qu'il veut véritablement pour l'accompagner dans le temps. Voilà. Merci. Alors, en préparant l'émission, vous sembliez très attaché à vos valeurs. Quelles sont-elles, ces valeurs? Eh bien, comme peut-être je le disais très rapidement, moi je dirais pour être un bon professionnel, il faut avoir un savoir-faire. Voilà, ça bien sûr c'est un prérequis, mais je pense que il faut avoir un savoir-être, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt, je dirais, et sans conflit d'intérêt du client, être à son écoute. Voilà, être patient et l'accompagner dans le temps. Voilà. Pour moi, c'est important ça. Très bien. Et j'ai lu un article, je ne me rappelle plus dans quel journal, sur votre cabinet où vous disiez, alors je vous cite, notre savoir-faire, c'est savoir vous écouter. Vous nous en dites plus? Moi je me résume souvent notre activité comme étant un petit peu le marcheur du champ de Mars. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients, on est à côté de lui. Il faut essayer de bien comprendre ce qu'il souhaite. Et on va initier une partie de ping-pong avec lui. On va être à ses côtés, on va marcher à ses côtés. On va être une force de proposition. Et à partir de là, il nous dira en fonction de ce qu'on a compris à son niveau juridique, fiscal, social, financier, immobilier, et bien évidemment, comme vous le disiez auparavant, de psychologie, eh bien, voilà, on va essayer d'être une force de proposition pour l'aider à choisir et à prendre des décisions dans l'organisation et la transmission de son patrimoine. Très bien. Et si, comme le petit prince, je vous demandais de dessiner, non pas un mouton, bien sûr, mais votre cabinet, que dessineriez-vous? Alors, vous adressez à un sculpteur en plus, donc là, c'est… Alors, que sculpteriez-vous? Spontanément, je crois que je sculpterais un arbre. Ouais. Un arbre, parce que l'arbre, il a les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Et puis, je dirais un arbre avec des gros fruits, parce que on essaye, je dirais, de distribuer du revenu à nos clients. Voilà. Un arbre avec des gros fruits. C'est très sympa ce que vous nous dites, puisque le logo est un peu le symbole de notre émission. C'est justement un arbre. Donc, c'est très bien. On voit que, un peu comme on dit, les esprits se rencontrent. Assez de questions. Je vais maintenant vous laisser nous parler en quelques mots de votre cabinet, nous dire ce que vous avez envie de transmettre, envie de dire et envie d'expliquer. Ça vous marque. On a créé il y a 23 ans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On est une quinzaine avec un bureau à Paris et un bureau à Dubaï où l'on s'occupe principalement de clients non résidents. On est sensible à leurs problématiques juridiques, fiscales, sociales et financières. Et puis, comme je dirais, le temps imparti n'est pas très important. Moi, je voudrais juste vous parler d'un projet, parce que j'ai écouté David Calfon il y a quelques minutes. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il allait intervenir dans votre émission. Et moi, je voulais juste
partager avec les auditeurs sur un projet qu'il a bien voulu mettre en place avec notre cabinet, qui est un fonds de partage, un fonds qui s'appelle Compostela. L'idée de ce fonds, qui est un fonds patrimonial, qui a comme mission bien évidemment de faire de la performance. Hein, ça, c'est un prérequis. Et on est en positif depuis le début d'année, donc dans un contexte de crise sanitaire compliquée, c'est un joli exploit. Mais surtout, c'est qu'une partie des frais de gestion de cette SICAV est reversée à des associations caritatives d'éducation des enfants dans le monde. Et voilà, moi, ça me parle. Et puis, ça parle aussi à mes clients. Voilà. Donc, par rapport à votre question du tout à l'heure, qui sommes-nous et qu'est-ce que c'est que le savoir-être? Je pense que c'était à travers ce projet-là de tenter, à notre humble niveau, bien sûr, de réconcilier une finance et puis des enjeux dans la cité. Voilà. Et je remercie encore Sanso d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce joli projet, de jolis projets pour les investisseurs et puis de jolis projets pour les enfants. Voilà. C'est très bien ce que vous dites, Cédric. Ça me fait penser à un philosophe qui disait je ne sais pas très bien ce qu'il faut le faire, ni pourquoi il faut le faire, mais ce qui serait insupportable, c'est de rester sans rien faire. Donc, bravo sur ce que vous faites et merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'est maintenant Marc Toiti qui nous a rejoint depuis un petit moment, qui vous écoute tous religieusement avec beaucoup d'attention et qui va nous faire sa chronique économique et nous parler de son qui parle mieux, l'économie. Juste avant que vous commenciez, Marc, je vois derrière vous Reset. Donc, ce livre dont vous aviez parlé en juin et vous avez dit c'est pour septembre. Donc, il est sorti? Ça y est, il est sorti effectivement le 2 septembre, c'est tout frais. Hein, il est même en tête des essais économiques sur Amazon. Donc, bravo. C'est bien, ça démarre bien. Alors effectivement, le problème du reset, c'est qu'il y a deux types de reset. C'est-à-dire que celui que je défends dans le livre, j'espère un reset positif. C'est-à-dire que cette crise, effectivement, doit nous amener à nous interroger, comme on vient de l'évoquer, sur notre stratégie, notre situation. Donc, il ne faut pas refaire le monde d'avant, entre guillemets, il faut l'améliorer. Donc, c'est ça, quand on a un appareil qui ne fonctionne pas, c'est vrai que depuis quelque temps, le monde fonctionnait de moins en moins bien. Donc, des fois, il faut faire un petit reset pour une sorte de mise à zéro pour repartir sur des bases plus saines et retrouver un monde meilleur. C'est le but, je dirais, du livre. En tout cas, c'est comme ça que j'espère qu'on va vivre ce Covid-19. Puis malheureusement, il y a aussi le deuxième reset, c'est-à-dire celui où on rappuie sur le bouton reset et ça fonctionne moins bien qu'avant, ou c'est pire qu'avant. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'on réédite ce même monde, mais en pire. C'est-à-dire qu'on le voit, les bulles financières, les bulles boursières, les bulles obligataires reviennent. Tout ça là, avec les banques centrales qui font une blanche à billets assez incroyable et qui ne profitent pas, je dirais, à l'économie ou très peu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu de malséant, voire de malsain, tout simplement. Justement, on parlait tout à l'heure de pédagogie de l'économie. C'est vrai que pour le grand public, il y a un vrai problème parce que d'un côté, on voit aujourd'hui des faillites d'entreprises, des licenciements, du chômage, et de l'autre côté, on voit la bourse qui flambe. Alors surtout, bien sûr, les valeurs du numérique, on le sait, mais c'est vrai que c'est un petit peu détonnant, un petit peu perturbant. Et donc, c'est pourquoi il faut là aussi qu'on retrouve un juste prix, une juste valeur. J'aime beaucoup Apple, mais quand on voit aujourd'hui Apple qui vaut plus de 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'ensemble du CAC 40, une entreprise américaine qui, bien sûr, qui est très belle, c'est toutes les 40 entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Et si on prend les 4 GAFA, je vais enlever Microsoft, juste on prend Google, Amazon, Facebook et Apple, justement, juste ces 4 entreprises, on a plus que le PIB allemand et le PIB français réunis. Donc, c'est sûr qu'on a aujourd'hui une situation où ce Covid-19 a renforcé les valeurs du numérique, mais justement, le danger, c'est qu'il faut mettre les hauts là. Il faut siffler la fin de la récré, que ce soit effectivement avec cette GAFAM. On a un pouvoir hégémonique aujourd'hui, monopolistique, ce qui évidemment est extrêmement dangereux pour les prix, par exemple, et pour la philosophie de nous tous, des citoyens. Et donc, je pense que là aussi, alors je reparlais tout à l'heure de la Chine, j'en parle également pas mal dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a un point d'achoppement très important qui est dans quelques semaines, ce sont les élections américaines, donc début novembre. Et je pense que quoi qu'il arrive, après les élections, les GAFAM vont inévitablement souffrir. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la loi antitrust. Donc aujourd'hui, normalement, une situation de monopole
comme on l'a avec beaucoup d'entreprises, ne va pas se produire. Donc là aussi, que ce soit Joe Biden, évidemment, qui gagne, alors là, ça sera évidemment une très forte hausse des impôts pour tout le monde, y compris pour les GAFAM, bien sûr. Et si c'est Trump qui gagne, je pense que là, il fait tout pour maintenir les marchés. Il s'est beaucoup occupé de l'économie des marchés. Je pense que pour son second mandat, s'il en a un deuxième, il va plus s'occuper peut-être, je dirais, de l'international. Et donc là aussi, il aura peut-être à cœur de mieux gérer ces GAFAM qui deviennent effectivement extrêmement dangereuses. Et puis, tout autour de cela, il y a beaucoup de valeurs du numérique qui n'ont jamais gagné un centime, qui ne gagneront jamais aucun centime, mais qui sont valorisées des sommes folles. Et là aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est que la bourse, elle doit justement refléter une réalité économique. La bourse doit valoriser des profits à venir. Et donc aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle valorise des pertes pour beaucoup d'entreprises. Et donc, de ce point de vue-là, il faut là aussi retrouver, je pense, le bon sens. C'est là où effectivement, vous tous, enfin, tous les gestionnaires, on vous attend parce que c'est un petit peu dangereux aujourd'hui. Le métier de l'analyste, de l'économiste, du gérant, il est un peu en danger parce qu'on se dit finalement, à quoi bon faire des prévisions? À quoi bon analyser les résultats des entreprises? Du moment qu'on est proche des GAFAM, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça me rappelle la bulle Internet et les fameux .com, la .com. Et bien, évidemment, ensuite, on a eu le dégonflement de la bulle. Donc, voilà, c'est un petit peu le but du jeu en préambule, c'est qu'on ait un monde meilleur pour demain et pas pire que celui qui avait lieu avant le Covid-19, puisque en attendant, c'est vrai qu'on a une récession mondiale qui, évidemment, est dramatique. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Si un de nos auditeurs souhaite un livre dédicacé, vous voulez bien faire ça pour nous? Avec grand plaisir, avec plaisir. N'hésitez pas. Alors bon, il est en vente un peu partout en France et dans le monde francophone également, je tiens à le préciser. Mais si évidemment vous voulez des dédicaces, alors c'est le problème que j'ai eu puisque normalement je fais un vernissage, etc. Mais avec ce confinement, toutes ces règles sanitaires, c'est très très compliqué. Donc, mais avec plaisir pour tous les auditeurs, je m'exécuterai, je dédicacerai effectivement le livre avec grand plaisir. Et pour vous, Marc, ce prix d'Apple, ou bien sûr tous les gens qui sont dans le métier trouvent ça aberrant qu'Apple puisse valoir aussi cher que le CAC 40, autant soit belle la société. Vous pensez que c'est quelque chose qui va obligatoirement se corriger, donc il faut se méfier d'Apple, ou vous pensez que ça peut être une espèce de spirale sans fin? Voilà, il y a deux solutions. Soit effectivement, ça continue, c'est-à-dire que finalement, Apple mérite sa valorisation actuelle, ou les GAFAM méritent leur valorisation actuelle. Ça veut dire que globalement, finalement, on va avoir des situations de monopole complet, donc il n'y aura plus du tout de concurrents. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, aux États-Unis, il y a la loi antitrust, donc normalement, on ne doit pas laisser passer de tels monopoles. Et là, ça sera dangereux pour évidemment les prix, parce que là, s'il y a un monopole, ils fixeront le prix qu'ils voudront. Pour également nos libertés. On le voit aujourd'hui, on a un vrai problème par rapport à nos libertés. On est complètement contrôlé. Et donc, finalement, quel est notre degré de liberté, notre indépendance? Ça fait un petit peu peur. C'est-à-dire, c'est un petit peu George Orwell, quoi. Sauf que là, c'est la vraie vie, on est dans la réalité. Et on ne fait rien. C'est assez surprenant. On ne fait rien. Et donc, je pense que si jamais le marché a raison, comme on le dit souvent, ça veut dire que notre avenir n'est pas génial. Moi, ce monde, dans le livre, j'ai fait un chapitre avec, je commence avec, vous savez, la chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale. Là, je l'ai parodié un petit peu parce que le monde qu'on nous propose, moi, il me fait un petit peu peur. Ce n'est pas celui dont j'ai envie, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Je n'ai pas encore, mais j'espère en avoir bientôt des petits-enfants. Mais bon, mais c'est vrai que tout ça pour dire que non, il faut aujourd'hui qu'on retrouve de la rationalité. Et donc, bien sûr, alors on me dit, oui, mais non, mais vous êtes de l'ancienne économie, ça y est, c'est fini maintenant, c'est les crypto-monnaies, c'est le bitcoin, c'est tout ça, ok. Mais je veux bien tout ça, moi, la blockchain, c'est formidable. Mais quand même, c'est mon rôle d'économiste de dire, attention, là, on va trop loin. Là, il n'y a pas de contrôle. Voilà, retrouver le bon sens, retrouver le juste prix. Cette notion de juste prix est très importante. Il n'y a pas beaucoup de notions en économie qui sont vérifiées dans le temps. Il y a effectivement le rendement augmente, donc le risque augmente. Ça, c'est une règle qui est toujours vérifiée, sauf à certaines périodes. Comme aujourd'hui avec les dettes publiques, on a une dette publique qui flambe, mais des taux d'intérêt qui baissent. Ça aussi, c'est complètement anormal. Et les banques centrales devront payer évidemment cette situation et nous-mêmes, malheureusement collectivement, on aura aussi à le payer. Puis il y a également cette notion de juste prix. Quand on voit aujourd'hui les PER, les price earning ratio de toutes ces GAFAM, alors évidemment on va dire bon, on est à 32, 35, ça pourrait être pire. C'est vrai que sur Amazon on est à 130, ça veut dire bon, il faut 130 années de profit d'Amazon pour rentabiliser Amazon entre guillemets. Bon,
Donc voilà, on marche un peu sur la tête, mais même 32 ans, 35 ans, sachant qu'il va falloir légiférer. Tout ce secteur d'activité, aujourd'hui, il n'est pas du tout, très peu légiféré. Donc, même pour les Américains, il faudra aussi taxer ces entreprises, récupérer un petit peu de taxes, parce que c'est ça, je dirais, la conséquence de la crise qu'on vit aujourd'hui. On s'endette énormément et il faudra rembourser. L'espoir que la dette va disparaître comme ça par magie, ça ne se produira pas, sinon ça voudrait dire que ça pourrait être très dangereux. Les seuls cas où les dettes ont disparu, c'est dans des cas de guerre ou dans des cas de pays surendettés qui sont devenus après dépendants, complètement dépendants d'autres pays. Donc, on ne le souhaite pas. Vous voyez. Donc, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la force de l'être humain finalement. Et je l'ai beaucoup écrit dans mes différents livres. C'est que généralement, quand on a des crises, ce sont des opportunités. Ça veut dire qu'on profite de ces crises pour justement repartir sur des bases plus saines et ne pas rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, justement, dans ce reset, comme on a peur, justement, entre guillemets, de se faire mal, c'est comme avec ce Covid, ça devient complètement anxiogène. Alors on se dit, c'est pas grave, on fait une sorte de fuite en avant, puis on verra bien, advienne que pourra, on verra comment on va gérer. C'est dangereux. Je pense que c'est dans notre rôle de dire, les économistes, les gérants, les journalistes, dire aujourd'hui, attention, là, on joue un jeu extrêmement dangereux. Donc, il faut retrouver le bon sens, retrouver la rationalité économique. Donc, j'espère, oui, qu'il y aura, je dirais, un retour de bâton pour toutes ces valeurs, y compris pour les dettes publiques, où les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas, pour justement retrouver, encore une fois, un certain équilibre, une certaine, finalement, dynamique économique et également pour la gestion, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, avoir des dettes publiques à 100%, je donne par exemple dans le livre l'exemple de la Grèce. Vous savez qu'on a aujourd'hui une dette grecque qui va monter à 200% et le taux à 10 ans de la Grèce, il est à 1%. Alors que pendant la crise de 2012, on avait un taux d'intérêt à 10 ans grec à 35% avec une dette publique à seulement 170% du PIB. C'est pas normal. Mais encore une fois, on se voile la face. Peut-être c'est un effet masque, si vous voulez. Mais là, on se masque complètement le visage et on ne voit plus la réalité. Donc ça, c'est effectivement un petit peu dangereux. Encore deux petites questions, Marc. Oui. Alors, toujours une sur Apple, où vous parlez de cette loi antitrust américaine, mais Apple n'est absolument pas en situation de monopole, contrairement à Google ou à Amazon, ou Facebook, à qui on pourrait reprocher des choses. De mémoire, je crois qu'Apple n'a que 20% du marché. Au niveau mondial, bien entendu, au niveau mondial, tout à fait. Mais encore une fois, le problème, c'est que je parlais plus d'ailleurs dans des GAFA, je parlais moins d'Apple que des autres, où effectivement on a ce pouvoir monopolistique. Mais bon, néanmoins, là aussi, Apple, si on le laisse faire, après demain, quels seront les concurrents, ce ne sera pas forcément évident. Mais c'est vrai que heureusement qu'il y a un petit peu de concurrence. Mais au niveau, par exemple, de tout ce qui est logiciel, etc., là aussi, il n'y a pas tellement de concurrence. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dangereux à l'heure actuelle. Et quand bien même on a 20% ou 30% du marché mondial, c'est quand même pas mal. Parce que c'est plus un monopole, mais c'est ce qu'on appelle un oligopole. C'est-à-dire quoi, il y a quoi, 2, 3, 4 acteurs. J'enlève évidemment les Chinois, je les mets de côté parce qu'eux, ils ont un monde à part, évidemment, où là-bas, c'est complètement un monopole et c'est complètement validé par les autorités chinoises. Mais là aussi, j'appelle de mes voeux, justement, dans le livre, je dis, on ne peut pas continuer comme ça à laisser faire la Chine comme elle l'a fait depuis des années. Cette pandémie, elle vient de Chine. On n'a pas du tout été au courant, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui en Chine, et pourtant on continue. Ce matin, les chiffres du commerce extérieur chinois sont sortis, encore 50 milliards de dollars d'excédent, donc on fait comme si rien ne s'était passé. Donc, alors je ne dis pas qu'on va punir la Chine, de toute façon on ne pourra pas le faire bien entendu, mais au moins il faut imposer des normes sanitaires, des règles démocratiques, des règles sociales à la Chine pour continuer à commercer avec eux. C'est ça les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que oui, on a une mondialisation, parce qu'il en faut, mais une mondialisation qui soit mieux gérée. Sinon, le danger, c'est qu'on ait une démondialisation, comme certains le souhaitent, et là, ce sera évidemment une catastrophe pour tous. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut réagir, c'est-à-dire voir le monde en dynamique. Voilà, on s'est arrêté, on a une crise, puis finalement on repart comme avant. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu très inquiétant. Alors je sais que la Chine a été trop loin, elle est devenue l'usine du monde, mais on peut quand même un petit peu essayer du moins de mieux la contrôler, sinon effectivement on aura des difficultés. C'est ça la règle. Il faut justement mieux contrôler ce qui a fait tous les dérapages de ces dernières années, que ce soit la Chine, les bulles financières, les bulles immobilières, les bulles également sur la dette publique. Voilà, tout ça, il faut effectivement mieux le contrôler, sinon c'est une fuite en avant. Et puis plus on retarde l'échéance, plus ça sera douloureux. Je rappellerai qu'en 2009,
le PIB mondial a baissé de seulement 0,1% à l'époque, dans l'année 2009. On a dit, bon, plus jamais, on ne reverra plus ça, etc. Puis bon, les bulles sont revenues. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. On ne dit plus jamais ça, sauf que là, le PIB mondial, il a baissé en moyenne annuelle de l'ordre de 4,5%. On sera du moins 11 en France, moins 10 pour la zone euro. C'est quand même un cataclysme assez dramatique. Donc, il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas qu'on continue comme avant. On entend de plus en plus de voix de vos confrères qui nous expliquent que cette dette, on ne va pas vraiment la rembourser, qu'il y aura des systèmes, qu'on trouvera des techniques et qu'il ne faut pas s'inquiéter autant que cela, qu'elle ne pèsera pas sur les générations futures et qu'il n'y a pas à imaginer ce fardeau. Visiblement, vous n'avez pas l'air trop d'accord avec ça. Non, mais ça, surtout, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'encore une fois, alors, bon, il y a deux types de dettes. C'est vrai que la dette publique, où c'est des investisseurs qui achètent, si on la supprime, évidemment, les investisseurs ne vont pas être contents, ils vont être appauvris, ça pourra générer effectivement des vraies tensions. Et là, la nouveauté, c'est que depuis effectivement ce Covid-19, toute la nouvelle dette, quasiment toute, elle a été achetée par les banques centrales, notamment par la Banque centrale européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Donc, sans rentrer dans la technique, la monnaie dans une banque centrale, elle est au passif. Et donc, pour avoir le droit d'avoir cette monnaie, il faut qu'à l'actif, on ait ce qu'on appelle des contreparties de la masse monétaire. Ça veut dire que ça peut être de l'or, des devises, également des titres, notamment des obligations d'État. Ça veut dire que si vous voulez, admettons, supprimer cette dette, donc vous enlevez de votre actif, donc vous devez détruire également de la monnaie. Comment on fait? Ça, c'est évidemment très difficile et surtout, c'est très douloureux pour notre économie. Et quand bien même on arriverait à supprimer cette dette, par un miracle, admettons, je ne pense pas que les Allemands laisseront faire, mais admettons que ça passe quand même, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous n'êtes plus du tout crédible. Donc, vous ne pouvez plus du tout vous endetter de nouveau. Donc, le problème n'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Et là, avec des taux d'intérêt qui flamberont, évidemment, une économie qui s'effondrera. Et puis, bon, plus sur la Banque centrale européenne, bon, c'est vrai que les Allemands, aujourd'hui, ils ont quand même été sympas dans le plan de relance, etc. Mais rien ne me dit que dans 5 ans, dans 10 ans, la zone euro en l'état, elle sera encore là. Donc, quel sera à ce moment-là le pouvoir de la Banque centrale européenne? Au cours de l'été, vous savez, la cour de Karlsruhe en Allemagne avait dit que la politique de la BCE était anticonstitutionnelle par rapport à l'Allemagne. Finalement, elle a calmé le jeu et ça peut très bien revenir si justement on ne continue pas à avoir une croissance plus forte. Parce que c'est ça le but de la dette publique. Ce n'est pas grave d'avoir des dettes publiques, mais à une condition, il faut que cette dette génère de la croissance, au moins pour rembourser les annuités de la dette. Même s'il y a taux d'intérêt à zéro, il faut quand même la rembourser tous les ans. Et donc, si on n'a même pas cette croissance pour rembourser cette dette, voilà, à quoi elle sert si ce n'est à entretenir des bulles financières, des bulles boursières? Donc, c'est un jeu dangereux. Donc, moi, je ne veux pas qu'après, nos enfants, nos petits-enfants nous disent « vous avez vraiment mal géré le monde et maintenant, on se retrouve avec de vraies difficultés » parce qu'on le sait derrière. On voit la grogne sociale monte. C'est-à-dire que si vous faites de la planche à billets et que derrière, il n'y a pas de croissance, il y a du chômage, c'est extrêmement dangereux d'un point de vue sociétal. Alors, c'est vrai qu'on me dit, je vais m'arrêter là, mais on me dit, oui, mais ce n'est pas grave, regardez au Japon, ça fait des années que ça dure. Oui, mais le Japon, c'est une catastrophe, le Japon. C'est-à-dire, le Japon, on est dans ce qu'on appelle une déflation, croissance zéro depuis des années, une trappe à liquidité. Alors, le Japon, évidemment, ça tient parce que c'est un pays riche et qu'on a l'emploi à vie là-bas avec un taux de chômage qui est extrêmement faible. Mais si le monde entier devient le Japon, là, dans le monde entier, on n'a pas l'emploi à vie, on n'a pas un taux de chômage à 2%, on n'a pas 97% de la dette publique qui est détenue par les Japonais au Japon. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas avoir, encore une fois, ce monde qu'on nous propose, j'en veux pas. Il est beaucoup, beaucoup trop fade, beaucoup trop dangereux. Et donc, il faut absolument éviter d'en arriver là. Merci beaucoup, Marc. Merci Avec beaucoup plaisir. et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant parler avec Myriam Waki, qui est arrivée il y a quelques minutes et j'ai vu qu'elle écoutait religieusement Marc Toiti. Myriam qui dirige le département francophone du cabinet Pares Avocados et qui va nous parler de la fiscalité d'un retrait d'un contrat d'assurance vie par un RNH. Donc, c'est des sujets très, très techniques. On va y aller tout doucement pour que ceci soit bien compréhensible. Bonsoir Myriam. Myriam, il faut mettre le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est mieux avec les micros. Bonsoir à tous. Merci Bernard pour ton invitation. Alors effectivement, comme tu le dis, ce sont des sujets assez techniques. Je ne vais pas pouvoir revenir sur toutes les notions de base de ce qu'est un contrat d'assurance vie ou de ce qu'est un RNH. Je vais partir du principe que les personnes savent ce que c'est. Évidemment que s'il y a des questions, ensuite, je serai disponible pour y répondre.
Donc, je vais essayer d'être assez brève tout en étant complète. Je vais vous parler tout d'abord, donc une brève définition du contrat d'assurance vie. Ensuite, on va voir comment est-ce que le retrait d'un contrat d'assurance vie est imposé au Portugal. On va voir ensuite comment est-ce qu'un RNH peut être imposé sur ce type de revenu. Et enfin, on verra dans la pratique comment est-ce qu'on déclare ce revenu au Portugal quand on a le statut RNH. Donc, un petit rappel, un contrat d'assurance vie, c'est aujourd'hui un placement financier. C'est un produit d'épargne qui permet de recevoir des intérêts sur son contrat en fonction du capital qu'on a investi tout au long de la durée du contrat. C'est également un produit qu'on utilise pour faire bénéficier ses héritiers en cas de décès. Donc, en cas de vie de l'assuré, c'est-à-dire au terme du contrat, si l'assuré est toujours en vie, donc c'est lui qui reste bénéficiaire des fonds qu'il a versés plus les intérêts. En cas de décès, dans quel cas le contrat s'arrête et le capital plus les intérêts sont transmis donc au bénéficiaire qu'il aura désigné dans le contrat. Une petite pour parler également qui concerne en fait des risques d'invalidité, pas seulement des risques de décès, mais comme une incapacité à travailler ou du chômage ou un accident. Et on vous entend assez mal, Myriam. Il y a peut-être un petit problème avec la liaison Internet, mais c'est assez haché et c'est un petit peu coupé. Pourtant, je suis connectée à mon Wi-Fi. Alors, je vais peut-être enlever mes écouteurs. Vous m'entendez mieux sans les écouteurs. Est-ce que c'est plus fluide maintenant? Ça a l'air. Ça a l'air. Donc, juste pour résumer, quand on a un contrat d'assurance vie, on possède un contrat d'assurance vie, déjà la première question, est-ce que le Portugal reconnaît tous les contrats d'assurance vie? Est-ce que si j'ai mon contrat d'assurance vie luxembourgeois, français, allemand, d'une compagnie X, Y ou Z, le fait qu'une compagnie d'assurance, on va dire, dûment patentée dans l'Union européenne, me propose un contrat, suffit pour que le Portugal le reconnaisse comme un contrat d'assurance vie? Oui, alors ça, j'allais y venir dans mon exposition, c'est effectivement la façon dont on va déclarer ce revenu au Portugal sur sa déclaration de revenus. Donc, si tu veux bien, je vais juste terminer ma petite introduction. Allez-y. Je viendrai. Donc, ce que je voulais vous expliquer, comment ça fonctionne au Portugal? Comment est-ce que ce revenu est imposé au Portugal? Donc, quand on parle du revenu d'un retrait d'un contrat d'assurance vie, on parle donc de la différence positive entre le montant investi et celui qu'on reçoit à la fin du contrat lorsqu'on le rachète, c'est-à-dire le capital investi plus les intérêts. C'est ça qui va être imposé. Au Portugal, ce revenu-là, il est considéré dans la catégorie des revenus de capitaux. Pour ceux qui sont un peu familiarisés, c'est la catégorie E dans sa déclaration d'impôt. Et ils sont imposés au taux de 28%, avec une retenue à la source lorsqu'on est résident au Portugal. Il y a également des règles particulières en termes d'imposition qui permettent d'avoir des exonérations sur une partie du revenu en fonction du moment où on va faire le retrait. Donc, je pense que c'est la même chose en France. Pour pouvoir bénéficier de ces termes spécifiques, il faut déjà remplir une première condition, c'est d'avoir investi au moins 35% du capital total à la moitié du contrat. Donc, si on investit en 2000 et qu'on retire en 2020, il faut qu'en 2010, on ait eu au moins 35% du capital investi. Donc, si on a déjà cette condition qui est remplie au moment du retrait, on va pouvoir bénéficier d'une non-imposition sur 1/5 du revenu si on rachète entre la 5e et la 8e année. Et si on rachète au bout de 8 ans, donc après 8 ans, là, on va bénéficier d'une non-imposition sur 3/5 du revenu. Donc, je passe parce que ça concerne vraiment les résidents au Portugal, mais en tout cas, on voit bien que le législateur fait en sorte d'encourager les gens
à verser la plus grosse partie de leur capital au début du contrat et d'attendre le maximum avant de le retirer pour pouvoir ensuite bénéficier de règles intéressantes au niveau de l'imposition. Alors, donc ces règles d'imposition portugaises, elles s'appliquent quel que soit l'état dans lequel le contrat d'assurance vie a été souscrit, et a fortiori, donc aujourd'hui on va parler des exemples de la France et du Luxembourg. Donc il n'y a aucun problème, ces règles que je viens de vous citer s'appliquent sur des contrats d'assurance vie faits dans ces deux pays. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour un RNH. Je reviens rapidement à un RNH, c'est-à-dire un résident non habituel, c'est un régime fiscal qui existe au Portugal depuis un certain nombre d'années, qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages au niveau fiscal, notamment sur des revenus qu'on obtient à l'étranger. Donc, il faut être résident au Portugal. Donc, on est effectivement résident au Portugal, mais on a ce régime spécifique. Donc, un petit rappel sur l'imposition des RNH sur les revenus à l'étranger. Les intérêts et les dividendes reçus par un RNH en France ou au Luxembourg ne seront pas imposés au Portugal. Donc, on a une exonération totale au Portugal, mais ces revenus seront tout de même imposés dans l'état de source à un taux qui est plafonné par la convention bilatérale entre les deux pays, donc entre la France et le Portugal et entre le Luxembourg et le Portugal. Si je crois me souvenir, par exemple en France, le taux est plafonné à 10%, mais ça je laisserai mes confrères français le confirmer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre? Ces conventions bilatérales, elles ont été signées déjà depuis un certain moment, il me semble dans les années 70, et quand on regarde la définition des intérêts et des dividendes, donc, qui est dans ces conventions, les retraits, les rachats d'assurance vie ne sont pas inclus expressément dans ces types de revenus. Donc ça nous pose un problème, dans le sens où s'ils ne sont pas inclus dans ces définitions, on va les considérer dans la catégorie un peu fourre-tout des autres revenus de capitaux, donc tels que définis par la propre convention et ensuite par le système portugais d'imposition. Et donc, si on est dans la catégorie des autres revenus de capitaux, là, on sera imposé à 28%. Donc, en théorie, si on s'en tient vraiment à la définition stricte des intérêts et des dividendes des conventions bilatérales, le rachat d'une assurance vie ne pourra pas bénéficier d'une exonération prévue dans le régime RNH. Bon, maintenant, la question, elle réside dans la manière dont on va déclarer ce revenu au Portugal. D'accord? Donc, c'est dans quelle catégorie on va déclarer ce revenu dans sa déclaration d'impôt. Donc, comme je vous le disais, au Portugal, c'est considéré comme catégorie E, donc ce sont des revenus de capitaux. Et cette catégorie E, elle comprend des sous-catégories de revenus, dont les intérêts, les dividendes et les autres revenus de capitaux. Donc, finalement, dans la pratique, encore une fois, en se disant qu'à l'époque, les conventions bilatérales n'avaient pas forcément prévu les rachats d'assurance vie parce que peut-être que ces produits n'existaient pas tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elles n'ont pas été prévues dans les définitions. Mais aujourd'hui, si on adopte une position un peu plus libérale, on peut considérer que lorsqu'on rachète son contrat d'assurance vie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement des intérêts qui ont été calculés sur le capital investi au départ et tout au long du contrat. Donc, on peut considérer qu'il est légitime de déclarer ces revenus dans la catégorie intérêt. Et donc, quand on a le statut RNH, on ne sera pas imposé dessus. D'accord? Donc, j'attire toutefois votre attention sur, évidemment, la possibilité, qui existe toujours, d'avoir un contrôle de l'administration fiscale portugaise qui va vous demander toute la documentation qui est associée aux revenus que vous avez déclarés en tant qu'intérêt et avec une possibilité qu'elle requalifie ces revenus en tant qu'autres revenus de capitaux parce qu'elle va considérer en fonction des termes et c'est vraiment du cas par cas, en fonction du type de police d'assurance, en fonction des termes de la police d'assurance, elle pourra considérer que non, ce ne sont pas des intérêts, c'est d'autres types de revenus et donc ils seront imposés à 28%.
Donc, c'est On vrai a que… déjà, pardon de vous interrompre Myriam, on a déjà des cas de jurisprudence du fisc portugais qui a Vraiment, fait des redressements. on n'a pas de jurisprudence à proprement parler, c'est vraiment du cas par cas, c'est ce que j'allais dire. Nous, au cabinet, on incite quand même nos clients à nous envoyer leur police d'assurance pour qu'on puisse vraiment essayer d'analyser au mieux, on n'a jamais de certitude, hein, mais qu'on puisse analyser au mieux pour savoir si le contrat d'assurance vie prévoit de manière expresse que ce revenu sera considéré comme des intérêts, comme des dividendes, comme des plus-values. Des fois, on a des contrats qui prévoient des plus-values également. Donc, on essaie toujours de faire une analyse au cas par cas. Maintenant, c'est encore une fois du cas par cas, donc c'est difficile pour nous de donner des réponses vraiment très précises. En France, la législation française, elle clarifie les choses. Donc, c'est bien entendu la différence entre la somme qui a été mise et la somme qui est retirée. Et clairement, c'est un intérêt. C'est clairement considéré comme un intérêt par les autorités assurantielles françaises. On parle du contrat d'assurance, il n'y a pas de doute. Là, on parle de contrats qui ont été souscrits à l'étranger. Donc, l'administration est toujours en droit de demander la documentation et de faire une analyse telle qu'elle l'entend nécessaire. Donc, c'est ça, en fait. C'est une demande qui est souvent faite par les autorités fiscales. Vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir en disant « voilà, on m'a demandé ça ». On va dire que sur une moitié de nos clients, il y a eu une demande de l'administration fiscale. Une demande? La moitié. Pour la moitié des clients. Ah oui, donc c'est quelque chose de très fréquent. Assez, ouais. Et les résultats de ces enquêtes de l'administration fiscale, ils sont différents. C'est-à-dire que quelquefois, elle accepte la non-imposition et quelquefois, elle rejette la non-imposition. Encore une fois, par contre, vraiment des termes de la police d'assurance. Très bien. Ok, c'est très intéressant. Dernière petite note, qui est quand même une bonne nouvelle dans ce scénario au niveau de l'imposition des revenus d'assurance vie. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'imposition en cas de rachat. Donc, c'est-à-dire que l'assuré est toujours en vie et il procède à un rachat volontaire. Donc, on a ces termes-là en termes d'imposition. Lorsqu'on a un décès et que donc le contrat s'applique et que les bénéficiaires donc perçoivent le capital, hein, plus les intérêts, là on a une exonération complète d'impôts au Portugal, quelle que soit la nature du bénéficiaire. Donc, même si ce sont des bénéficiaires qui ne sont pas des parents en ligne directe de l'assuré, on n'aura pas d'imposition au Portugal, donc ni même de droit de timbre, qui est le droit qui s'applique normalement lorsqu'on a une succession auprès de quelqu'un qui n'est pas en ligne directe. Donc là, c'est une exception à l'application du droit de timbre. Donc, je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs de le savoir. Merci, c'est effectivement très intéressant. Donc, si je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit dans un autre pays que le Portugal en Europe, et que malheureusement la personne qui a souscrit ce contrat décède, je ne paierai pas d'impôt sur la somme que je touche, quelle que soit la somme et quel que soit mon lien de parenté avec la personne. Tout à fait, si la personne bénéficiaire est résidente au Portugal. D'accord. Et là, il faut que la personne bénéficiaire résidente au Portugal soit RNH, ou quelle que soit sa nature de résidence, elle est exonérée? Quelle que soit sa nature de résidence. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait, c'est pour ça que je finis sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir avec nous. À très vite et à très bientôt pour un nouveau sujet. Très bonne soirée. Au revoir Myriam. Au revoir. Et maintenant, nous accueillons Bruno Zaraya de Ginger AM. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir à notre rencontre. Donc Bruno, vous travaillez dans la société Ginger, dans laquelle vous êtes associé. Cette société de gestion française a une particularité, vous n'avez qu'un fonds. Oui, une société, un fonds. Votre fonds est axé sur ce qu'on appelle de la gestion value. Vous allez nous expliquer très précisément ou un peu plus précisément ce que c'est tout à l'heure. Et c'est un domaine qui souffre depuis le début de l'année, qui souffre depuis plusieurs années. Et j'ai comme vous regardé un peu l'actualité ces derniers jours. On a quelquefois l'impression que la souffrance ou que la peine pourrait finir. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Déjà, comment il va votre fonds? Il y a beaucoup de questions. J'espère qu'on a un peu de temps.
Le fonds va bien. Là, c'était aussi, c'est vrai que vous l'avez souligné, nous n'avons qu'un seul fonds chez Ginger, ce qui veut au moins dire qu'au-delà de notre innovation, les intérêts de nos clients et les nôtres sont complètement alignés, puisque chaque décision prise par la société implique toute la société. Et c'est vrai que, pour préciser à vos auditrices et vos auditeurs, aujourd'hui, nous n'avons, normalement, aucun biais particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être investi de 0 à 100% en actions européennes, donc en taux, en obligations ou autres. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, vous avez raison de le souligner, depuis maintenant 3-4 ans, nous avons un biais dit value. Alors, qu'est-ce que c'est que des values? Ce sont des valeurs qui ont des décotes importantes, souvent des valeurs industrielles, des valeurs cycliques, voire financières, dont personne ne veut. Et c'est vrai que la difficulté pour un gérant, c'est d'avoir un juste équilibre entre ses convictions et les momentum de marché. Nous, on a fait le choix chez Ginger de n'écouter que nos convictions et d'aller au bout de ces sujets-là et d'éviter les momentum de marché. Et je tiens à le préciser parce qu'en fait, en ce moment, c'est très, très difficile. Un marché qui est devenu très complexe. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, peut-être vous poserez des questions par rapport à la crise économique, par rapport aux différents éléments, et on essaiera d'y revenir. Mais par rapport à la value, aujourd'hui, on est en Europe dans un marché où les clients, globalement, ont tous fui les marchés actions. En fait, on est sur un marché qui s'est beaucoup rétréci. Et quand ils ont acheté des actions, ils ont souhaité avoir de la visibilité. Pourquoi? Parce que, les taux baissaient beaucoup, énormément, voire négatifs dans un pays. Et face à des taux bas, certains ont acheté des actions par défaut. Quand les taux ne rapportant plus rien, ils ont acheté des actions. Et donc, ces actions-là, ils ont préféré acheter de la visibilité. Donc, ils ont acheté des valeurs qui apportent une forme de visibilité parce qu'on appelle de la croissance. Par exemple, en France, des biens connus sont LVMH, Essilor, Kering, Hermès. Ce sont des valeurs qui ont une croissance forte avec une forme de visibilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, il faut dissocier la valeur du prix. C'est comme pour tout. Un super quartier de Lisbonne, si aujourd'hui la moyenne est entre, je dirais, 3 500, 4 000 ou 4 500 euros le mètre carré, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste de l'immobilier de Lisbonne, mais si on vous dit que ça vaut 40 000 le mètre carré, tout d'un coup, peu de gens vont acheter. Et bien en bourse, ce n'est pas souvent comme ça. En bourse, parfois, vous avez un prix et une valeur qui dépasse largement la valeur. Et aujourd'hui, par exemple, sur des fonds de valeur de croissance, c'est très cher. Et nous, on a fait le parti pris d'acheter de la value. On l'a fait depuis un petit moment. Alors, en fin d'année dernière, on en avait parce qu'on pensait que le cycle perdurait. Et je pense que sans pandémie, le cycle aurait perduré. Et maintenant, on a les mêmes valeurs pour une raison un tout petit peu différente. C'est que face aux plans de relance colossaux, c'est vraiment colossal ce qui se passe. J'espère qu'on pourra peut-être l'expliquer un peu après à vos auditrices et vos auditeurs. C'est colossal. Et bien, les valeurs qui bénéficieront le plus de ces plans de relance, ce n'est pas de la croissance, mais c'est plus des valeurs value, comme des valeurs industrielles, des valeurs automobiles, des valeurs plus cycliques, qui vont être aidées par l'État, puisque c'est celles qui sont le plus consommatrices d'emplois. Et alors, phénomène assez incroyable chez beaucoup de gérants, alors c'est assez marrant parce qu'on a parlé à pas mal de multigérants nous, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que beaucoup de multigérants renforcent les marchés par ce qu'on appelle des trackers. Qu'est-ce que c'est qu'un tracker? C'est une réplication exacte d'un indice. Sauf qu'en faisant ça, il renforce la croissance sans s'en rendre compte. Parce que la value a tellement baissé que les valeurs dites value sont aujourd'hui très peu présentes dans les indices. À titre d'exemple, pour la petite blague, Société Générale, Santander, BBVA, donc 3 banques, sortent de l'indice Eurostoxx 50 le 21 septembre. Parce qu'elles ont beaucoup baissé, deviennent trop petites. Donc tous les acteurs qui achètent des trackers vont renforcer les valeurs qui ont le plus monté. Et aujourd'hui, sur les marchés financiers, on arrive à des excès importants avec 2 univers. Un univers croissance qui est très cher et un univers value qu'on a en portefeuille qui pour nous est très peu cher. Certains pourront expliquer pourquoi, mais qui depuis quelques jours commence à retrouver des couleurs. Et d'ailleurs, depuis le 18 mars, qui est le point bas du marché, ces valeurs dites value font 2, 3, voire 4 fois mieux que n'importe quelle valeur croissance. Si vous prenez depuis le 18 mars, un Saint-Gobain fait 120%, un Valeo fait 130%, un Fignon fait 130%, un Deutsche Post fait 130%, alors que c'est vrai qu'on est sur des 30, 40, voire 45 sur des L'Oréalois, donc c'est quand même de très belles performances, mais dans le rebond, on voit bien que la partie value se porte beaucoup mieux. Et donc, pour répondre à la fin de votre question, le fonds se porte forcément très bien et a su profiter très fortement du rebond. Et nous, on croit chez Ginger que nous sommes encore à mi-chemin par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont encore très en retard,
pas dans la croissance, mais plus dans la value. Très bien. Donc, on a pris beaucoup de retard, Bruno. On vous réinvitera pour développer un peu plus sur le fond et parler un peu plus technique. Mille merci de votre présence et mille merci d'avoir partagé votre savoir et de nous avoir donné un petit peu de votre temps. On passe maintenant à Maître Mélanie Ribeiro, notaire à Lisbonne. Il faut mettre le micro, Mélanie. Voilà, parfait. Et notre sujet du jour, c'est qu'est-ce qui se passe lors d'un décès et comment s'ouvre la succession pour quelqu'un qui n'a rien écrit. On va le faire un petit peu sous forme de débat, ça sera plus animé, ça sera peut-être plus simple à comprendre pour un auditeur. Donc, malheureusement, je sors de chez moi, je me fais écraser, je suis un Français, je suis marié, j'ai 2 enfants, je réside à Lisbonne. La vie s'arrête pour moi. Que se passe-t-il? Qui va bénéficier de quoi? Qui va choisir le notaire? Mes enfants majeurs, mon épouse, un notaire portugais, un notaire français, 2 notaires. Éclairez-nous un petit peu. Alors, si un Français décède au Portugal, résident au Portugal, et s'il n'a rien fait, n'a fait aucun testament, la loi qui sera applicable sera la portugaise. Pour alors, la qui va loi, être content? Les épouses ou les enfants? dites-moi. Qui va être le plus content? Les épouses ou les enfants? Alors, le régime entre la France et le Portugal est un peu différent puisque les conjoints héritent au même titre que les enfants. Donc, et ce sont des héritiers qui ne peuvent pas être, autant le conjoint comme les enfants ne peuvent pas être des héritiers, à quel titre que ce soit, que les enfants soient communs ou pas. Au Portugal, le notaire a une intervention moindre qu'en France. Et qui prend en charge la succession, c'est le conjoint survivant, s'il y a un conjoint, ou le plus vieux des enfants. C'est lui qui va choisir le notaire. C'est lui qui va choisir le notaire. D'accord. Et les autres personnes de la famille ou des autres personnes ne pourront pas s'y opposer? Non, du tout. Il faut qu'il y ait un accord entre tous les héritiers pour que ce ne soit pas ou le conjoint survivant ou, à défaut, le plus vieux des enfants qui soit l'administrateur de l'héritage. D'accord. Mais la règle, c'est ça. Donc, dans l'exemple, c'est l'épouse qui va choisir le notaire. On va supposer qu'elle vous choisisse, donc elle arrive chez vous et pleurer en disant « mon mari est décédé, une grosse voiture l'a écrasé ». Comment va se partager les choses? Il y a un petit peu d'immobilier, il y a un petit peu d'argent. On a appris avec Myriam Ouaki que pour les contrats d'assurance vie, les bénéficiaires vont toucher ça sans payer d'impôts. C'est une bonne nouvelle. Comment vont se calculer un peu les masses, les droits? Est-ce que l'assurance vie va être réintégrée dans la succession? Est-ce qu'elle n'est pas dans la succession? Comment ça va se passer un petit peu? Dans la succession. Donc, la première procédure à faire, la seule procédure où il y a un délai à accomplir, c'est la communication du décès au fisc. Donc, il faut faire une communication dans les 3 mois suivant le décès. Il faut communiquer au fisc que la personne est décédée, qui sont ses héritiers et quel est le patrimoine. Bon, le fisc porte... C'est le notaire qui s'en charge de communiquer le patrimoine? Non, il faut que ça soit donc ou le conjoint survivant ou l'enfant le plus vieux. Cela implique que tous les héritiers aient un numéro d'identification fiscale portugais, même s'ils ne sont pas résidents ici. Il faut qu'ils obtiennent un numéro d'identification fiscale comme non-résidents. Autrement, ils ne peuvent pas avoir le statut d'héritier? Ou alors autrement, la succession est bloquée? Il ne faut pas faire la communication au fisc. Au Portugal, on n'existe pas sans ces 9 chiffres. Donc, à partir du moment où il faut qu'on fasse une déclaration fiscale du décès et que l'on indique qui sont les héritiers, il faut automatiquement avoir un numéro d'identification fiscale. Très bien. D'accord. Le fisc portugais sera parfaitement à même de dire quels sont… Et ça, la communication qu'il y a à faire au Portugal, ce sont par rapport aux biens existants au Portugal. D'accord. Le fisc portugais sait très bien quel est le patrimoine immobilier existant. Vous avez le patrimoine immobilier portugais, donc il va falloir déclarer l'éventuel patrimoine non portugais.
Non, il n'y a aucune obligation de communiquer le patrimoine non portugais puisqu'il ne sera pas imposé au Portugal. D'accord. Donc Ça, c'est pour le patrimoine immobilier. Et le patrimoine financier non portugais? C'est pareil, il n'y a aucune obligation. Ah. Alors, oui, le fisc portugais ne veut savoir que du patrimoine existant au Portugal. D'accord. Donc, dans mon exemple, tout le patrimoine que j'aurais eu en dehors du Portugal ne serait pas imposé au Portugal? De toute façon, les conjoints et descendants ne sont pas imposés. D'accord. Mais il n'y a pas d'obligation déclarative, c'est-à-dire qu'il y a non-imposition et non-obligation déclarative. S'il y a des héritiers qui ne sont pas, qui sont assujettis à l'impôt du timbre, là, oui, il faudra, pour le patrimoine financier, faire une déclaration puisqu'il y aura un impôt à payer. Mais il ne peut pas y avoir d'héritier hors épouse et enfant s'il n'y a pas eu de testament, dans la mesure où épouse et enfant existent. Ça, c'est dans le décès, ou parce qu'il y a eu, où la personne a disposé de sa quotité disponible, ou parce qu'elle n'a pas de conjoint et pas d'enfant survivant. D'accord, mais dans notre exemple, on était sans testament. Et avec des enfants. Et avec des enfants. Ok, bah écoutez, c'est très bien tout ça. Ce que je vous propose, c'est de revoir d'autres cas et d'autres détails au fur et à mesure des émissions. Là aussi, je suis malheureusement un peu obligé d'écourter parce qu'on a pris beaucoup de retard, un peu par ma faute. Je suis moi aussi quelquefois bavard. Et nos invités étaient tellement passionnants et passionnés qu'on a un peu pris de retard. C'est avec grand plaisir qu'on vous reverra, Mélanie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois que vous avez fait le bonheur de beaucoup d'épouses qui se sentent maintenant protégées. Et si on veut faire différemment, il faut écrire. Mais juste une question, il vaut mieux quand même écrire. Oui. On va quand même écrire. Si la loi portugaise convient parfaitement à la personne, s'il veut que son patrimoine soit réduit, soit divisé, soit réparti à parts égales entre le conjoint et les enfants, il n'y a rien à faire. Il n'y a que si on a une autre volonté. Très bien, mais dans ce cas-là, ce serait une succession en indivision. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne possède un château ou 3 châteaux différents, ce seraient les 3 châteaux différents qui appartiendraient pour partie. Donc, même dans le cas où la personne accepterait la loi portugaise et la trouverait parfaitement adaptée à son propre cas, il pourrait faire un testament pour dire ce château à mon épouse, ce château à mon enfant et ce château à mon autre enfant. C'est ça? Si rien n'est fait, tout le patrimoine reste en indivision. Il n'y a aucune obligation de faire le partage. Après, si j'ai pour volonté qu'un bien déterminé soit légué à une personne déterminée, il faut faire un testament, évidemment. Et le coût d'un testament au Portugal? Alors, le coût des testaments au Portugal, les testaments simples, ça va être aux alentours de 160 €. Après, tout dépend de l'accompagnement qu'il faut faire. D'accord, c'est-à-dire s'il y a des choses complexes et que ça demande du temps et qu'il faut donc facturer quelques honoraires liés au temps passé, c'est ça? D'accord, et là, il n'y a pas de règle. Ça peut aller de 1 heure à des dizaines et des dizaines d'heures. Bien sûr. Ok. Mille merci, Mélanie. Mille merci et à très bientôt. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson, d'Entrepreneur Invest. Sébastien, vous avez été très patient. Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous avez tout écouté. Exactement. Et vous allez maintenant un peu nous parler de cette société qui a récemment changé de nom et qui s'occupe du non-coté de différentes manières. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous donner la parole. Je vois que vous êtes très impatient et je vais vous laisser nous expliquer ça. Sébastien, c'est à vous. Merci Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'occupe du développement commercial chez Entrepreneur Invest. Entrepreneur Invest, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a 20 ans par des entrepreneurs qui avaient eux-mêmes créé des sociétés dans l'économie réelle au cours des années 90, donc dans le secteur des télécoms et des médias, qui ont développé leur société avec succès, qui ont franchi différentes étapes, les étapes de croissance d'une entreprise, jusqu'à l'introduction en bourse pour Frédéric Zawlocki, qui avait introduit la société Intercall, qui les ont donc développées et puis cédées en 2000 à une période, on va dire, d'euphorie financière sur le segment de la tech,
Donc, à partir de ce moment-là, l'objectif de ces chefs d'entreprise, c'était de faire bénéficier d'autres entrepreneurs de leur expérience et donc de les accompagner d'un point de vue stratégique, opérationnel, et puis bien entendu de les accompagner d'un point de vue financier. Donc, Entrepreneur Venture, à l'époque, a été créé en mai 2000. Et puis, donc, la société a changé de nom au mois de juin, puisqu'on a donc fêté nos 20 ans, pour s'appeler Entrepreneur Invest, puisque Venture, donc pour vos auditeurs, c'est du capital risque. Donc, au début, on va dire les 10 premières années, on a financé des startups, principalement dans le secteur technologique. Et puis, progressivement, à partir de la fin des années 2000 et donc à partir de 2010, on s'est adressé à des PME beaucoup plus matures. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, on fait du capital développement. Donc, le capital développement, c'est le financement d'entreprises, de PME, bien entendu. On reste sur des PME qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est le capital développement. Le risque est beaucoup moins élevé sur ce segment-là, puisque nous sommes sur des sociétés qui ont déjà fait leurs preuves, qui en général existent depuis au moins 8-10 ans. Et donc, on les accompagne d'un point de vue financier au travers de différents outils. On peut investir en capital, on peut investir en dette, on peut investir en quasi-fonds propres au travers d'obligations convertibles. Et puis, depuis 3 ans, on a créé une filiale qui s'appelle Smart Réseau et nous faisons du factoring, en fait, l'équivalent de factoring. Donc là, on finance le BFR de ces PME, donc le besoin en fonds de roulement. Ces entreprises donc, nous cèdent leurs factures, on leur apporte immédiatement la trésorerie et on leur donne un complément de prix au fur et à mesure du règlement donc, de ces factures. Donc aujourd'hui, pour positionner Entrepreneur Invest, nous sommes le 4e investisseur le plus actif en 2019. Sur le segment des PME valorisées moins de 75 millions d'euros. Donc, c'est CF News qui établit ce classement chaque année. Les 3 premiers investisseurs en France, ce sont 3 grands groupes bancaires. Nous sommes le premier investisseur indépendant. Donc, on a collecté 900 millions d'euros d'actifs depuis notre création. On a accompagné 200 PME, 200 chefs d'entreprise au cours des 20 dernières années. Alors, on n'a pas les chiffres de création d'emplois, mais on sait qu'on a clairement et directement contribué à créer plus de 1000 emplois. Donc, on est particulièrement fiers d'être au cœur de cet écosystème, puisque l'objectif, c'est bien de créer un écosystème entre nos différentes participations. Aujourd'hui, en portefeuille, on en a un petit peu moins d'une centaine. On fait intervenir régulièrement donc, ces entreprises pour qu'elles échangent sur leurs meilleures pratiques. Et bien entendu, on a été très présente avec elles lors du confinement. On a organisé beaucoup de conférences, de webconférences. On a plusieurs franchises en termes de secteurs, notamment dans le segment du e-commerce. Donc, en termes de secteur, globalement, on est très actif, toujours et depuis l'origine, sur le segment du digital. Donc, c'est vrai que de nombreuses participations ont plutôt profité de cette période-là. On a vu vraiment une accélération de la croissance. Et dans le domaine du e-commerce, on a vu aussi sur certaines PME une accélération de la croissance. Donc, on fait travailler nos PME ensemble pour qu'elles puissent essayer de progresser. Nos PME ne sont pas des concurrentes, mais sont bien des gens qui vont échanger ensemble et qui vont pouvoir grossir et accélérer leur croissance. Alors, en termes d'investisseurs, on est ce qu'on appelle un investisseur minoritaire. Il faut savoir que des fonds d'investissement, il y a 2 types de fonds d'investissement. Il y a ceux qui, en gros, prennent le contrôle de la société. Ce n'est pas notre cas. Nous, on préfère très clairement que les chefs d'entreprise soient majoritaires, donc contrôlent leur société. Donc, nous, on est investisseurs minoritaires, c'est-à-dire qu'on a une part significative du capital ou un accès potentiel au capital lorsqu'on est créancier obligataire, on va dire de l'ordre de 10 à 30%, mais on souhaite vraiment que les majoritaires soient donc les chefs d'entreprise. On considère que c'est le meilleur alignement d'intérêts possible et que c'est à eux de produire de la croissance. On est un petit peu comme un sparring partner, donc on va les aider à réfléchir, à donner des orientations en termes de croissance interne, en termes de croissance externe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a probablement de la croissance externe qui va repartir. Les sociétés les plus fortes vont profiter de cette crise pour racheter les plus fragiles.
Et donc, on sera bien entendu avec nos entrepreneurs dans des cercles de réflexion pour accélérer sur cette partie-là. En termes d'actifs, il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié de nos encours sont des actifs obligataires. Donc, on est l'acteur privé majeur en France sur le financement, notamment en obligations convertibles. Il faut savoir que nos fonds, on a des fonds dédiés. Donc, depuis 2012, on a des fonds dédiés sur les obligations convertibles. Et depuis maintenant 4 ans et demi, on bénéficie d'une garantie. On a conclu un accord avec le Fonds européen d'investissement, donc qui est l'émanation financière de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, qui nous permet d'avoir une assurance sur les prêts que nous faisons. Donc cette assurance… J'ai entendu beaucoup de choses et je crois qu'il va falloir que vous reveniez nous voir, comme c'était prévu d'ailleurs, à beaucoup d'émissions. Bon. Parce que pour moi qui suis un professionnel, c'était déjà bien dense. Et alors, pour un néophyte, c'est compliqué. Ce que je vous propose, Sébastien, c'est de revenir, d'être avec nous comme prévu sur les autres émissions et de traiter sujet après sujet. Ne serait-ce que ce sujet de la garantie qui me paraît passionnant parce que j'ai l'impression que c'est un droit à ne pas perdre ou une promesse de ne pas pouvoir perdre. Donc, de venir nous l'expliquer clairement, de voir comment ça s'applique. Ensuite, cette connaissance du digital que vous avez. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un chef d'entreprise dans la formation et il me dit qu'on est parti pour 20 ans de croissance digitale, tellement il y a de travail dans les entreprises et tellement il y a de choses à faire. Il travaille lui-même, il a une mission pour Carrefour et il me dit on pourrait croire que Carrefour est avancé, mais ils en sont aux prémices. Ils sont vraiment aux prémices. Oui, je suis d'accord. C'est ça? Ah oui. On a des PME qui travaillent effectivement avec des grands comptes et aujourd'hui, on a des croissances très très fortes, mais on est au début de ces très fortes croissances. 20 ans, je ne sais pas, mais 10 ans, c'est sûr. 10 ans, c'est sûr. Oui. Et la durée de vos fonds, c'est combien? Alors, en fonction des fonds, on est autour de 6 à 8 ans. C'est bon, alors on est bon. C'est plutôt bon, oui. On est bon, donc il faut se dépêcher de souscrire pour être dans les bons 10 ans. On verra la prochaine fois de ce comment souscrire, ce comment faire, comment on devient client dans votre société. Est-ce que c'est réservé à tout le monde et à tous? Et on avancera pour le bien de tous. Là, on a déjà dépassé notre temps et on va devoir rendre l'antenne. Voilà. Bien, merci Bernard. On vous laisse quand même la conclusion, Sébastien, un petit mot de conclusion à notre place. Vous avez tout écouté, vous avez été parmi nous depuis le début, donc allez-y, c'est notre cadeau pour ce soir. Alors, c'est très difficile de conclure, effectivement, mais je n'ai pas compté, mais je pense qu'on a presque 10 intervenants sur ces 2 heures, 1 heure et demie. Donc, c'est effectivement très dense, des sujets très variés, les marchés financiers, les aspects juridiques, l'assurance. Voilà, c'est une émission qui est passée très, très vite. J'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Et je crois qu'elle sera visible en replay sur le site internet. Mais ça, je crois que Bernard, vous avez plus d'informations à me donner sur ce point-là. C'est ça. Tout sera mis sur le site de la radio et sur les listes WhatsApp. Tout sera envoyé pour comment y aller et comment le faire. Allez, David, une super conclusion de 30 secondes. 30 secondes là, comme ça. Comme ça. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir la richesse des expériences des uns et des autres, des expertises des uns et des autres. Et encore une fois, cette émission l'a bien démontré. Donc, merci à vous, Bernard. Maël, 10 secondes cette fois-ci. C'était très intéressant et moi, je ferai la synthèse en disant que l'assurance luxembourgeoise s'adapte au Portugal, elle est portable, que l'on peut mettre les fonds de Entrepreneur Invest à l'intérieur, gérés par Sanso et conseillés par Bernard. C'est gentil ça, c'est gentil. Et juste un petit mot, Maël, vous partagez tout ce qu'a dit Myriam Waki ou on reparlera de ça à la prochaine émission? Volontiers, on en reparlera volontiers. Alors c'est vrai que c'était plus un focus assurance portugaise. Moi, assurance française, assurance luxembourgeoise, je le vois un petit peu différemment.
puisque le contrat luxembourgeois, en l'occurrence, il est adaptable, il est portable, et donc on le rend conforme au droit portugais, et donc c'est traité comme un contrat portugais. C'est parfait. Très bien. Merci à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci de nous avoir fait part de vos savoirs qui sont vraiment exceptionnels. On vous dit à dans 15 jours. Thierry, on vous rend l'antenne. Merci beaucoup, Bernard. Eh bien, écoutez, quelle belle émission. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu profane. Eh bien, vous m'avez impressionné. Donc, on était ravis. Maintenant, c'est l'heure. On va se retrouver tout de suite pour les infos de la rédaction de Paris. Bernard, on se retrouve très rapidement. Et comme l'ont dit d'ailleurs nos invités, eh bien, on va le mettre en podcast le plus rapidement possible, que l'on pourra retrouver sur l'ensemble, en l'occurrence sur Spotify, sur Deezer. Voilà, on pourrait le voir partout, sur iTunes. Donc, voilà, de quoi véritablement pouvoir communiquer. Eh bien, parlons patrimoine. Bernard, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Messieurs, à très très bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Salut à tous. La French Radio. Portugal.